Le mariage du prophète de l'islam, le prophète Mohammed avec Aïcha. Voici un sujet qui fait beaucoup parler ces derniers mois, ces dernières semaines. On en entend beaucoup parler sur les réseaux. Bref, ça suscite énormément de réactions. On m'a interpellé plusieurs fois dessus. Et donc, je voulais revenir rapidement sur le sujet pour essayer d'apporter quelques éclairages et surtout expliquer, si toutefois cela était encore nécessaire, pourquoi ce sujet est abordé. Alors, rapidement, selon de multiples sources que vous voyez défiler à l'écran, des sources qui sont considérées comme authentiques, comme faisant autorité, notamment rapportées par l'imam al-Bukhari, par l'imam Muslim, on apprend que le prophète de l'islam, donc des sources sunnites, là je parle de l'islam sunnite, le courant ultra-majoritaire de l'islam qui influence 85 à 90% des musulmans de la planète, donc il est dit selon ces sources qui font autorité que le prophète de l'islam, alors qu'il était âgé de plus de 50 ans, 52, 53, etc., a épousé une fillette de 6 ans, qui s'appelle Aïcha. Elle avait 6-7 ans selon les versions. Ils ont commencé à cohabiter ensemble quand elle a eu 9 ans. D'ailleurs, on rapporte qu'à cette occasion, elle fut emmenée dans la maison du prophète avec ses poupées, ce qui montre bien son jeune âge. Et que le mariage fut consommé quand elle avait 9 ans, c'est-à-dire qu'il y a eu copulation, acte sexuel avec cette fillette de 9 ans, et enfin qu'elle resta mariée avec lui jusqu'à ses 18 ans, jusqu'à ce que le prophète décède. Pourquoi ce sujet est mis sur la table ? Évidemment parce qu'il l'interpelle. Il l'interpelle pour plusieurs raisons. Alors déjà, je dirais que quand une idéologie est considérée comme véhiculant des choses nocives ou préjudiciables, il est nécessaire de la dénoncer. Surtout quand on sait que cette idéologie a une force de frappe, une force d'influence importante. Mais également parce qu'à travers ce type de sujet, c'est pas le seul, le sujet du mariage avec Aïcha, c'est pas le seul sujet, mais il y en a d'autres, à travers ce type de sujet, c'est la critique religieuse qui est encouragée, et par là même, cela va contribuer finalement à développer l'esprit critique des gens, et à lutter contre le dogmatisme, le sectarisme, ou encore le fanatisme religieux. Le but n'est pas de rendre les gens athées, je m'en fiche que les gens croient, ne croient pas, c'est la liberté des uns et des autres. Mais je pense qu'il est nécessaire que, quand on est dans une spiritualité, dans un lien avec une religion, nous puissions développer avec elle une relation plus saine, moins sectaire, moins dogmatique. Et donc pour cela, il est nécessaire de mettre en avant la critique. Mais ce sujet est également important à traiter parce que l'homme qui est accusé dans cette thématique-là n'est pas n'importe quel homme, c'est le prophète de l'islam. Un homme qui est considéré comme un modèle, comme un exemple à suivre, et comme étant quelqu'un qui ne commet pas d'actes immoraux, par des centaines de millions de gens jusqu'à nos jours. Il y a près d'1,5 milliard ou environ 1,5 milliard de musulmans sur Terre qui considèrent que Mohammed est le meilleur des hommes. C'est celui qui, dans tous les cas, on ne peut pas lui reprocher d'avoir commis un acte immoral. Donc forcément, ce qu'il a fait est acceptable, est éthiquement bon. Et là, il y a un problème. C'est qu'à travers cet acte-là, forcément, cela a légitimé que d'autres le fassent. C'est pour ça que dans le droit islamique sunnite, ce type d'union est légal. Il est permis, le principe, il y a une permission de principe sur le fait qu'un homme qui est âgé de 20, 30, 40, 50, 60 ans puisse épouser une fillette impubère ou à peine pubère. Sur le principe, cela est légal. Il n'y a pas d'interdiction de principe, comme on peut l'avoir par exemple avec le porc, ou avec l'alcool, avec l'adultère. Tout ceci, ce sont des actes interdits par principe. Mais le mariage d'un homme adulte avec une fillette n'est absolument pas interdit, d'accord ? L'avis de la grande majorité des savants est que cela est totalement permis. Alors évidemment, il y a des conditions. Il faut que le père soit d'accord. Certains savants, dans certaines écoles, notamment l'école hanafite, vont peut-être parfois mettre en avant le principe de kafa'a, d'équivalence, et vont faire rentrer dedans, dans cette équivalence, c'est-à-dire l'équivalence entre les époux, le fait qu'ils aient un âge qui soit pas trop, un écart d'âge pas trop grand. Donc ça, certains vont mettre ça en place. Mais quoi qu'il en soit, ce n'est pas quelque chose qui vient rendre par principe ce mariage, ce type d'union illégale. On peut même faire rentrer en ligne de compte le urf, la coutume, en disant que si ce n'est pas la coutume d'une société, on peut l'interdire dans cette société. Effectivement, on peut avoir des interdictions de circonstances. Mais le fait est que le principe de l'idéologie, c'est qu'une telle union est valable. Et donc, si les conditions s'y prêtent, on peut pratiquer cela.
Et là, ça pose problème. Là, ça pose problème parce qu'évidemment, on est à notre époque encore, c'est une idéologie qui influence des millions de gens. On a encore aujourd'hui des millions de jeunes filles, alors on estime qu'il y a entre 600 et 700 millions de jeunes filles qui sont victimes de mariages précoces, en tout cas avant 18 ans, mais ça ne se fait pas dans forcément des sociétés musulmanes, hein, c'est beaucoup en Asie du Sud, beaucoup en Inde. Mais quoi qu'il en soit, dans des sociétés musulmanes, comme d'Afrique ou d'Asie, comme au Bangladesh, au Niger, au Tchad ou encore au Mali, etc., on a ce type de mariage qui concerne, malheureusement, qui touche des millions de jeunes filles de moins de 15 ans, parfois même en deçà de 10 ans, et qui sont victimes de ce type d'union. Et évidemment, l'idéologie religieuse est en partie en cause. Et évidemment, ça pose beaucoup de problèmes parce que ces jeunes filles, de par leur âge, ne peuvent pas donner un consentement libre, plein et éclairé. Évidemment, ça va avoir un impact sur la violence conjugale qui est accrue. Pourquoi? Parce que ces jeunes filles sont en situation de soumission plus poussée face à un adulte, à la domination de l'homme sur la fillette qui est jeune, qui est frêle, qui manque de maturité intellectuelle. Il y a une pression sociale. Il va y avoir aussi une pression psychologique sur ces très jeunes épouses, entre guillemets, pour avoir des enfants. Et donc, le risque de grossesse précoce, la naissance d'enfants prématurés, bref, avec le risque de mourir en couche qui est davantage accru quand on est enceinte à 15 ans ou moins. Bref, il y a aussi des problèmes liés à l'éducation, parce qu'évidemment, souvent, mariage précoce égale fin de scolarisation, qui souvent, dans plusieurs pays, est déjà compliqué de base, et le mariage précoce n'arrange pas les choses. Bref, donc que ce soit sur un plan médical, sanitaire, moral, éthique, etc., ce type d'union pose beaucoup de problèmes. Et évidemment, on se pose la question de l'idéologie qui en est en partie en cause, qui est en partie à l'origine de ce type de dérive. Et en l'occurrence, l'islam sunnite est en partie en cause, puisque l'islam sunnite valide cela. Alors, une fois qu'on a expliqué quelles étaient les sources à l'origine de ce récit, donc des sources qui viennent de l'islam lui-même, qui sont des sources faisant autorité, servant de référence, et une fois qu'on a expliqué pourquoi il était nécessaire de traiter ce sujet, je voulais rapidement revenir sur les réactions qu'il y a surtout de la part de certains sunnites quand ils sont amenés à traiter le sujet. Alors, il y en a certains qui vont dire carrément c'est faux, c'est pas vrai, vous ne connaissez pas le sujet. Moi, je les invite franchement, à être cohérent. Si vous pensez que ces sources-là ne font pas autorité, sortez du sunnisme. Déclarez votre entre guillemets, apostasie du sunnisme. Acceptez le fait que vous êtes en rupture avec le sunnisme. Parce que les hadiths sont faux, sont fiables, sont pas fiables, sont tardifs. Ça, c'est valable pour tous les sujets à ce moment-là. De la même manière que, oui, il y a des informations contradictoires qui permettent de dire que non, Aïcha, elle avait 16 ans, 19 ans, 18 ans, machin. Je reviendrai dessus un peu plus en détail, mais c'est pareil. Il faut à ce moment-là accepter sa rupture avec le sunnisme. Et puis, il y a ceux qui assument, qui disent « oui, c'est vrai, mais ». Alors, bien sûr, là, on a le sophisme de la double faute, c'est vrai, mais dans le judaïsme aussi, Isaac s'est marié avec Rebecca, elle avait 3 ans. Bon, déjà, là-dessus, il y a divergence, il y a pas mal de choses à dire, mais dans tous les cas, c'est pas un argument. Et puis, bon, si c'était la même chose dans le judaïsme, j'aurais aucun problème à condamner de la même manière, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais le fait est que ça n'excuse pas ce qu'il y a dans l'islam. D'accord? Donc ça, c'est un sophisme. Je ne vais pas rentrer dedans. Les filles d'avant, ce n'est pas les filles d'aujourd'hui. Les rois de France aussi se mariaient jeunes. Bon, je rappelle que les rois de France ne sont pas un modèle. Et puis, on n'avait pas des rois de France de 60 ans qui se mariaient avec des fillettes de 6 ans. Et puis, on a l'argument aussi, personne n'a reproché ça au prophète. C'est pas non plus un argument. Hein. Personne ne lui a reproché le viol des captifs de guerre, l'esclavage, la mort de l'apostat. Est-ce que pour autant, ça vient légitimer le fait que ces actes aient été commis ou soit considérés comme licites en islam. Bon, il y a plein de choses à dire également, et puis il y a la comparaison. Pourquoi comparer une législation prétendument divine avec des législations humaines? Là aussi, il y a une incohérence dans l'argumentaire. Alors, sans entrer dans l'anachronisme qui consiste à juger une époque avec nos yeux d'aujourd'hui, on peut quand même mettre en avant le problème principal qui est que le prophète de l'islam, selon le paradigme islamique lui-même, est un modèle à suivre. Ses actes ne sont pas immoraux et lui-même n'est pas censé ignorer la conséquence et la portée de ses actes. C'est-à-dire que ce qu'il a fait de manière générale, sauf exception, implique à minima la permission de faire comme lui. À minima la permission de faire comme lui, et donc cet acte-là a légalisé cette pratique qu'on peut qualifier de nauséabonde et de criminelle durant des siècles jusqu'à nos jours, à bon entendeur.